partie de cette émission, nous aurons rejoint Nadir Marouf, professeur à l'université d'Amiens. Vous êtes spécialiste du monde rural et des écosystèmes désertiques, hein, donc vous êtes un expert du désert. Et avec vous, on va parler dans une seconde de la nécessité de préserver certaines cultures singulières, notamment dans le sud algérien et dans le désert algérien, que vous connaissez bien. Et Caroline Collard, élève de terminale dans un lycée de Compiègne, et vous êtes membre du jury d'un prix littéraire qui est décerné par les lycéens de Compiègne. Et derrière cette opération, il y a la volonté de sensibiliser les élèves que vous êtes à la littérature contemporaine. Nadir Marouf, pourquoi y a-t-il nécessité de préserver ces cultures singulières qui sont par exemple incarnées par les Touaregs dans le sud algérien? Moi, je pense que toute initiative qui consiste à sauver Moïse des eaux, excusez-moi cette expression, on parlait tout à l'heure de Bible, est une initiative tout à fait heureuse, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'un pays comme l'Algérie, et au-delà de l'Algérie, un pays comme le Maghreb, recèle des trésors inouïs en ce qui concerne le patrimoine. Le Maroc a déjà commencé il y a bien longtemps à faire un travail de recension des cultures locales, notamment de tradition orale. Ça fait au moins une trentaine d'années qu'ils l'ont fait avec des ethnologues, des caméramans, etc. etc. Il y a un travail immense qui a été fait. En Algérie, on est encore au balbutiement. Donc je suis tout à fait favorable à ce genre d'initiative. Professeur, quel est le risque pendant 30 ans, vous avez étudié ces zones arides. Quel est le risque entre ces cultures, enfin dans la confrontation entre ces cultures et le pouvoir central? Oui, alors moi, si vous voulez, je n'ai pas étudié la musique traditionnelle touareg. Hein. J'y ai été invité, je pense, parce que au cours de la dernière partie de ma carrière, je me suis davantage préoccupé d'ethnomusicologie, et moi-même étant musicien, donc je pratique. Mais dans le contexte, dans le contexte, je pense que, ayant travaillé sur les Touaregs au début des années 70, dans une approche comparative avec d'autres milieux désertiques, il se trouve que ce patrimoine musical appartient à une société qu'on appelle la société d'en haut, la société aristocratique, les fractions suzeraines, si vous voulez, de la société touareg, et que cette musique avait sens par rapport à cette hiérarchie sociale qui était essentiellement axée sur le commerce longue distance avec les autres pays du Sud, et qui était donc fondée sur le socle de la mobilité, du nomadisme. Mais c'est une culture sédentaire, puisque c'est une culture qui était dévolue aux femmes qui, elles, en général, restaient au campement. Donc elles étaient un peu les détentrices du patrimoine, de l'éducation des enfants, etc. etc. Et on a souvent dit, répété, martelé, et les spécialistes de l'IMZ l'ont souligné, que cette musique ne doit pas se limiter à sa dimension strictement sonore. Alors vous venez de prononcer un mot, hein, l'imzad et cet instrument de musique qui est une calebasse à cordes uniques, et dans cette nécessité de défendre les cultures du désert, notamment touareg, Farida Sellal a fondé une association qui est Sauver l'imzad, et là on est dans l'illustration finalement d'une préoccupation que vous avez plus largement, c'est-à-dire que dans le désert algérien, il y a un regard du Nord ou une décision du Nord, d'Alger, oui. Hein, qui ne tient pas forcément compte de l'humain qui est sur place, mais qui a plutôt tendance à plaquer des schémas d'organisation. Alors, si vous voulez, je voudrais quand même expliciter ma position pour ne pas avoir l'air d'aller à l'encontre d'une initiative que je salue, et je suis partie prenante de cette initiative, et comme toutes les initiatives de ce genre qui se passent dans les régions plus septentrionales. Ceci dit, je crois que pour pérenniser cette initiative, il faut faire très attention. Il ne faut pas travailler sur les symptômes, il faut travailler sur le syndrome, si je peux m'exprimer une terminologie médicale. Donc finalement, on peut s'intéresser à un instrument de musique, mais il faut d'abord voir... Oui, cette société aristocratique qui a été porteuse de cette musique, évidemment, les conditions économiques, sociales, j'allais dire même écologiques, de reproduction de cet art n'existent plus, puisque ces Touaregs sont aujourd'hui, enfin les jeunes générations Touaregs sont devenus salariés
restaurateurs, coiffeurs, enfin on les voit un petit peu dans les rues de Tamanrasset, depuis belle lurette, ils sont des citoyens ordinaires, entre guillemets. Or, le problème est de ne pas s'illusionner sur la capacité à reproduire ce patrimoine, y compris dans l'esprit. Parce que le reproduire dans l'esprit, ça veut dire vouloir reconstituer le présupposé qui n'existe plus pour des raisons historiques qui seraient trop longs d'expliquer ici. Mais cela ne nous empêche pas de sauver Moïse Desaux, encore une fois, c'est-à-dire un patrimoine, tout en gardant cette distanciation par rapport à cette musique. Moi, j'aime beaucoup les ménestrels, j'aime la musique mozarabe, ça ne veut pas dire que j'affectionne le retour aux époques médiévales. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voudrais qu'on regarde, on a rapidement fait, à la façon d'un clip, on a tourné quelques images dans ce colloque pour la défense de cet instrument de musique qui a eu lieu récemment à Tamanrasset. Je vous propose de regarder ces images et d'écouter le discours extrêmement militant de la présidente de cette association qui s'appelle Farida Sellal, et ensuite on essaiera d'élargir un peu à la question culturelle et à la protection de la culture plus généralement. Quelques images de cette rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant à Tamanrasset dans le sud algérien. Préfère à toute voix, préfère avec moi la voix de l'Imzad, le violon qui sait chanter. Et ne sois pas étonné qu'il n'ait qu'une corde. As-tu plus d'un cœur pour aimer? Mon Imzad à moi et tout l'espace qui vous appelle. L'Imzad représente beaucoup de choses, c'est un symbole. C'est le lien qui relie à travers tant de millénaires qui sont passés, parce qu'on ne peut pas dater cet instrument. Ça va au-delà des siècles, c'est au-delà du temps. Et l'espace qu'il incarne, c'est toute la symbolique qu'il y a autour. Seules les femmes jouent l'Imzad. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour donner du courage aux hommes. À travers l'Imzad, elle valorise toutes les capacités d'un homme. Mais pour cela, il faut les mériter. Alors, elle joue l'Imzad et les hommes chantent. Ils chantent des poèmes. Ce sont des poèmes d'amour. Au point de vue culturel, l'Imzad, je connais très bien la population touareg, il est ancré. Quand on dit que l'Imzad est au Touareg ce que l'âme est au corps, c'est vrai. C'est un poète d'Idles qui me l'a dit. Et on ne peut pas leur enlever ça. C'est à partir des connaissances les plus anciennes qu'ils soient, bâtir le nouveau. Peut-être que l'Imzad va changer, pourquoi pas? Mais on peut y avoir un Imzad classique et un Imzad moderne. Vous savez, mon rêve, qu'est-ce que c'est? Ça serait vraiment de créer un orchestre d'Imzad, un orchestre national d'Imzad. Alors, évocation très rapide, donc on a là vraiment un travail qui est quand même, finalement, on lutte contre la mondialisation avec cet instrument de musique qui est extrêmement succinct, même si tous les ethnomusicologues qui étaient présents à Tamanrasset disaient qu'il avait des potentialités extraordinaires. Plus généralement, l'affrontement du Nord et du Sud, en Algérie même, comment est-ce que ça se traduit? Et quel est le risque pour ces populations, notamment celles qui pratiquent encore l'Imzad? Oui, alors en dehors de l'Imzad, en tant que sujet précis, je pense qu'il y a un rapport Nord-Sud, sans faire de parodie ni de métaphore, de même qu'on a parlé d'un rapport Nord-Sud entre les pays du centre et les pays de la périphérie, à l'époque des grandes théories marxistes, on peut dire qu'il y a un rapport Nord-Sud en ce qui concerne l'Algérie, sans prêter une intention maléfique à qui que ce soit, aux classes politiques dirigeantes. C'est lié à l'histoire. Au moment où, au milieu du 19e siècle et vers la fin du 19e siècle, les paysans du Nord, dans la région d'Amétidja, se sont prolétarisés chez les colons, et une partie d'entre eux, à partir du début du 20e, étaient déjà entrés se sont syndiqués à la CGT, pour donner un exemple. À la même époque, les paysans des régions oasiennes que je connais autant que la région Touareg, on était encore à un âge, j'allais dire, paléolithique. Moi, je me souviens, dans les années 70, je posais les questions à des anciens esclaves pour leur dire, vous pouvez travailler, produire votre terre, obtenir votre eau et vous rendre indépendant de votre maître. Ils me répondaient, et je risque de ne pas aller au paradis.
Donc on était dans des histoires qui étaient complètement en décalage les unes par rapport aux autres. Et ce problème, il a été en quelque sorte, il est devenu un problème fonctionnel. Lorsqu'on a introduit les tomates dans les années 73, on les a obtenus, c'était un organisme officiel qui les a obtenus à un prix qui était excessivement bas, et il les a vendus à un prix qui était excessivement au prix du marché. De la même manière, ce rapport Nord-Sud vous donne une sorte de condescendance obligée, que ce soit d'abord des experts ou des aménageurs ou de ceux qui viennent pour réaliser des projets. Mais ce ne sont pas du tout des attitudes volontaires, encore une fois. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne dans l'inconscient collectif nordiste, entre guillemets. Alors, est-ce que le travail d'une association comme celle-là, Sauver l'IMSAD, finalement occulte la nécessité d'un rééquilibrage entre la décision du pouvoir central et finalement l'organisation sociale ou sociétale des populations du désert? Oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y aura jamais assez d'associations du type de celle de Sauver l'IMSAD. Il en faudra le plus possible pour sauver l'IMSAD, pour sauver la culture de ça ne suffit pas, la culture de la pauvreté, parce que cette aristocratie, excusez-moi, j'ai parlé d'aristocratie, mais ça n'a rien à voir avec l'aristocratie dans l'histoire de France. Ce sont des aristocrates qui se sont paupérisés depuis déjà longtemps, hein, qui vivent dans des conditions, vous l'avez constaté vous-même. Donc, réhabiliter cette culture n'est jamais de trop, mais encore une fois, moi je plaide pour une méthode appropriée qui éviterait de folkloriser, qui éviterait de reproduire les clichés et cartes postales, qui éviterait de reproduire cette condescendance paternaliste que l'on a naturellement, du fait même qu'on aille les visiter, et qui se sentent obligés de nous accueillir, de nous répondre. Moi, si je vais visiter un Amiénois, sans me faire attendre, il me fermerait la porte. Alors, voilà. C'est à suivre, et on regardera le travail que fait cette association, dont on parlera dans les mois qui viennent. Mais je pensais aussi au groupe Touareg Tinariwen, et c'est tout à fait, qu'on a reçu dans cette émission, et qui jouait de la musique dans cette émission, et c'était tout à fait surprenant, finalement, de voir ces hommes du désert, enfin, tels qu'on les imagine, avec des guitares électriques. Bon, là, c'est vraiment Mais il faut en parler aussi. De ça. Mais il faut en parler aussi. C'est une évolution possible. J'ai connu un homme fabuleux qui s'appelle Bali, qui n'est pas venu au colloque, qui est de la région du Tassili, qui est un merveilleux chanteur et aussi un conteur. Il raconte, il parle en français, il parle en anglais. Bon, et il a été tellement médiatisé, il a tellement mis sur le podium qu'il s'est mis à chanter en français. Bon, plutôt, vous me direz pourquoi pas. Mais là, maintenant, ça y est, il a été pressé comme un citron, il n'existe plus, il ne fait plus partie des tablettes. Ça s'appellerait presque la Word. Dans l'actualité culturelle, Damnation, un film de Béla Tarr qui date de 1987, c'est l'amour impossible entre un